Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, voilà, nous sommes en direct. Alors, désolé pour les quelques minutes de retard. On est très content de vous savoir quand même en assez grand nombre par rapport au nombre d'inscriptions. Très content que vous soyez parmi nous. En fait, Nerjka et l'ACPAR sont très heureux de s'associer aujourd'hui pour présenter leur vision de l'énergie solaire photovoltaïque dans la transition énergétique québécoise. Et nous sommes également très heureux de prendre part à la Semaine québécoise de l'économie verte qui se déroule depuis le début de la semaine, comme vous le savez sans doute. Mon nom est Caroline Farley, je suis conseillère aux communications et relations publiques pour Nerjka et je vais vous présenter dans les prochaines minutes nos deux orateurs d'aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais vous souligner que la Semaine de l'économie verte est une initiative inclusive d'Écotech qui regroupe les activités d'une multitude d'organisations engagées à accélérer la transformation de l'économie du Québec afin de la rendre plus résiliente, de lutter plus efficacement contre les changements climatiques, de réduire l'empreinte environnementale et de protéger les ressources naturelles. Donc aujourd'hui, Gabriel Durani, PDG de l'ACPAR, et Karim Belmokhtar, chargé de projet principal recherche et innovation chez Nerjka, vont faire la lumière sur le potentiel de l'énergie solaire photovoltaïque au Québec. Comment cette source d'énergie peut-elle contribuer au développement énergétique et économique du Québec? Quels sont les défis et les opportunités liées au déploiement de la filière solaire PV québécoise? Alors, pour répondre à ces questions, l'ACPAR proposera d'abord sa feuille de route 2030 en énergie solaire PV. Et il faut savoir que l'ACPAR a une feuille de route beaucoup plus élargie que seulement sur l'énergie solaire, mais aujourd'hui, ça portera uniquement sur le solaire PV. Energica va présenter les faits saillants, les conclusions et les recommandations de son étude L'énergie solaire PV dans le mix énergétique québécois, analyse et perspective, une étude que nous avons lancée officiellement il y a une semaine à peine. Donc, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter M. Gabriel Durani. Comme je le mentionnais, il est président directeur général de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable. Auparavant, j'aimerais vous mentionner qu'après chacune des présentations, en fait, peut-être pas après chaque présentation, mais plutôt à la fin des présentations qui vont durer 15-20 minutes chacune, il y aura une période de questions lors de laquelle vous allez pouvoir adresser vos questions à Gabriel et Karim. Donc, en tout temps, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat. Vous voyez le petit onglet apparaître et nous, ben, on va les récolter puis on les posera à la toute fin. Alors, on vous invite à ne pas hésiter à adresser vos questions à nos conférenciers du jour. Gabriel, je reviens à toi. Donc, PDG de l'ACPAR, diplômé en énergie électrique de Polytechnique Montréal et détenteur d'un MBA de HEC Montréal, Gabriel Durani est au cœur du développement des énergies renouvelables depuis plus de 15 ans. Que ce soit au sein d'entreprises comme Kruger Energy et RES Canada ou à titre de consultant indépendant, il a géré le développement de projets d'électricité renouvelable, que ce soit éolienne, solaire ou hydroélectrique, ainsi que de bioénergie aux quatre coins du Canada et des États-Unis. À ce titre, il a acquis de solides expériences et expertises dans les stratégies de développement, la gestion de l'acceptabilité sociale, la prospection de sites, la création et la gestion de portfolios d'actifs, la gestion de contrats et le financement de projets. Son parcours l'a amené à travailler dans plusieurs juridictions, ce qui lui permet de comprendre les besoins de l'industrie québécoise et ce que le Québec doit faire pour se différencier, tant au niveau national et international. En 2020, il a coordonné les efforts d'un groupe d'experts en bioénergie en vue du développement du plan pour une économie verte. Il a également rejoint l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable à titre de PDG dans la dernière année. Hein? C'est bien ça, Gabriel? Oui. Alors, son arrivée à la tête de l'équipe se fait à un moment charnière pour ce secteur d'industrie et ouvrira la porte à une contribution majeure de Gabriel Durani à travers ses nouvelles fonctions. Alors, voilà la présentation, Gabriel. Je te laisse maintenant nous présenter la feuille de route de l'ACPAR en matière d'énergie solaire photovoltaïque. Merci beaucoup, Caroline. J'espère que tu m'entends bien.
Très bien. Et je veux juste dire bonjour à tout le monde qui est présent, qui prend du temps aujourd'hui pour venir nous écouter parler d'énergie solaire, Karim et moi. Puis c'est un bon rappel aussi, Caroline, de raccourcir ma bio et de s'assurer qu'elle ne parle plus de moi à la troisième personne comme ça. Donc, merci. Merci de l'avoir lu. Donc, voilà. Je tiens aussi, dans un premier temps, à remercier le leadership de Ecotech pour cette semaine de l'économie verte qui, je crois, rassemble beaucoup de gens qui réfléchissent à ces questions-là dans toutes sortes de secteurs là, de notre économie. Je remercie Energica, bien sûr, d'être avec moi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur à l'ACPER, qui est la production d'énergie solaire et le rôle qu'elle peut jouer dans, finalement, la relance économique verte en sortie de cette pandémie là qui nous affecte tous depuis maintenant plus d'1 an. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à projeter. Je vais juste demander à Caroline si elle voit bien la présentation. Oui, mon cher, on voit très bien. Tu peux y aller. Parfait. Alors, on a fini de faire les tuning techniques et on part. À l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable, il nous a semblé extrêmement important d'émettre un constat sur les 10 prochaines années qui s'appelle la feuille de route 2030 dernièrement. Ces travaux-là ont finalement été menés par l'ensemble des membres réunis dans des comités par filière sur beaucoup de mois. Et c'est donc une vision de transition énergétique qui est finalement portée par l'industrie de la production d'énergie renouvelable québécoise. Il faut savoir que notre association s'occupe essentiellement pas essentiellement, s'occupe de production d'énergie renouvelable tous les jours de la semaine. C'est notre sujet d'expertise, c'est notre sujet de discussion. Et l'association comporte plus de 100 membres depuis maintenant plus de 30 ans. On fait ce discours-là au Québec. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter la portion solaire de la feuille de route. Je vais en profiter pour décrire un peu la feuille de route. Le document est disponible sur notre site web. Il a été émis, si vous voulez, lors de notre colloque annuel le 24 février dernier. Pour comprendre la feuille de route, il faut comprendre que la base et le fondement d'un document comme la feuille de route, c'est la lutte au changement climatique. Si vous voulez, c'est un grand sujet et c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de grands documents stratégiques importants de la part du gouvernement du Québec. On vous en a listé 4 ici. Je ne vais pas m'étendre sur ces 4 documents-là. Vous les connaissez. Je pense que la plupart des gens qui sont ici aujourd'hui connaissent ces documents-là. Simplement vous dire on tient compte quand on émet une feuille de route comme ça, des grands consensus qui ont été établis dans le passé et qui sont listés et écrits en toutes lignes dans la stratégie énergétique québécoise, dans le plan de transition énergétique de TEC, dans le plan pour une économie verte qui est sorti très récemment. Et il y a un 4e document sur lequel on va peut-être porter plus attention, qui est le rapport trajectoire de la firme Dunsky, qui a été émis par le gouvernement à l'été 2019. Et ce qui est fascinant avec le rapport Dunsky, c'est que c'est un rapport qui permet de projeter la baisse d'émissions vers la cible de 2030 sur la base d'un modèle qu'on dit technico-économique. Alors, qu'est-ce que c'est un modèle technico-économique? Bien, tout simplement, dans ce cas-ci, c'est un modèle qui, finalement, accepte ou absorbe les solutions au fur et à mesure qu'elles deviennent visibles sur la base du coût à la tonne évitée. Et donc, ça en fait un modèle très intéressant parce que ça modélise notre parcours de baisse d'émissions jusqu'à 2030 sur la base des technologies qui sont donc visibles au modèle, mais toujours sur la base du plus bas coût. Et quand ce modèle-là est sorti, ça a beaucoup interpellé les gens de l'ACPER parce que vous comprenez bien que l'atteinte de cibles climatiques comme celle de 2030 nécessite une hausse de production d'énergie renouvelable. Pas juste ça, mais c'est important de se rappeler que la hausse de production d'énergie renouvelable est un des 3 outils majeurs pour l'atteinte de nos cibles. Parce que le modèle nous parle de 2 autres outils. C'est important d'entrée de jeu, quand on rentre dans la feuille de route, de les citer. Okay? Avant d'arriver dans le domaine, comme je vous disais, d'expertise, le domaine dont l'ACPER parle tous les jours de la semaine, il faut parler de ce qui vient en parallèle à tout ça. Le modèle dit essentiellement
que l'efficacité énergétique est essentielle. Quand le modèle absorbe ses solutions pour baisser ses émissions, il tend à vouloir stabiliser la consommation énergétique. La substitution énergétique dont je vous parle aujourd'hui, qui est la hausse de production d'énergie renouvelable, c'est ce qu'il y a sous la courbe. Donc, les deux concepts sont importants. On stabilise, on substitue. L'efficacité énergétique, grand constat de ce rapport-là, est essentiel, est en amont même une des premières solutions à adopter, mais elle ne suffit pas à elle seule. Donc, premier constat. Deuxième constat, et ça c'est visuel, vous le voyez dans le graphique à droite sur cette diapositive, un prix carbone. Le fait qu'il y ait un marché du carbone, qu'il y ait un prix sur le carbone au Québec, le SPED, est important. Si on modélise un prix de carbone élevé, dans ce cas-ci 140 $ la tonne, ce qui n'est pas très loin de ce que M. Trudeau nommait là, il n'y a pas si longtemps, on voit que ça a un effet notable sur la modélisation, que les émissions baissent. Et ça, c'est la ligne pointillée grise que vous voyez. Mais que ce n'est pas suffisant. Donc, essentiel, mais pas suffisant. Bon, efficacité énergétique, prix carbone, troisième pièce du casse-tête, la hausse d'énergie renouvelable. Et ça, quand on parle de hausse d'énergie renouvelable, on parle des constats qui sont établis dans les trois autres documents que je vous ai nommés en tout début. Puis je ne vais pas vous lire la liste de 5 éléments ici. C'est une façon de résumer finalement cette pensée qui existe dans nos différentes stratégies énergétiques, dans nos différentes stratégies de transition énergétique depuis un bon moment au Québec. Donc, on parle à bien des égards si vous voulez, d'un propos qui, pour les membres de l'ACPER, c'est le day-to-day. Et c'est listé ici. Donc, prenez pour acquis que quand on fait ce genre de projection de comment va-t-on hausser la hausse d'énergie renouvelable pour atteindre les niveaux nécessaires à l'atteinte de nos cibles climatiques, nous, on tient compte de ça. À la clé, l'atteinte de nos objectifs climatiques, c'est une véritable opportunité. Ça représente des investissements de 10 à plus de 13 milliards. Et ce dont on parle, c'est d'un ordre de grandeur, selon le rapport Dunsky, donc un bond vers l'avant de 56 TWh. Et je veux juste que pour que ça soit très clair pour les gens qui nous ont rejoints aujourd'hui, la Romaine, le projet, tout le complexe, toutes ses phases, c'est à peu près 8 TWh. Grosse opportunité, beaucoup de travail, et la feuille de route est donc un document de mobilisation. Tout le monde doit s'y mettre pour atteindre des chiffres comme ça. L'ordre de grandeur est important. Quand on parle d'ordre de grandeur, là, dans la cinquantaine de térawattheures sur une décennie, ce qu'on vient dire aujourd'hui dans le cadre de cette activité, mais dans d'autres activités, c'est qu'on doit agir vite. On doit entrer dans une logique d'action et on doit démarrer, se mobiliser puis démarrer. Donc, l'opportunité, vous l'avez vu, 10 à 13 milliards est toujours ici à droite, mais segmentée par filière. Bien entendu, aujourd'hui, on va se pencher sur la filière solaire. Je ne vais pas vous parler des 5 autres. Mais le solaire a son rôle à jouer. C'est ça qu'il faut retenir. Le défi, lui, vous le voyez à gauche, très clair, c'est l'atteinte de nos cibles climatiques. Puis entre les deux, il y a la démarche qui est au cœur de la feuille de route. Une démarche de préparation, de réflexion qui nous mène à mobiliser les capitaux et les ressources nécessaires pour pouvoir démarrer. Parce qu'il ne nous reste pas tant de temps que ça. L'autre constat qui peut surprendre, c'est que dans un discours qui est très porté à l'électrification, et je peux vous dire qu'à l'ACPER, on est très heureux de ça en passant, il faut toujours se rappeler qu'il y a une place pour les bioénergies en appui stratégique aux efforts d'électrification. Alors aujourd'hui, on n'en parlera pas, mais sachez que c'est une partie importante du fameux 56 TWh, c'est la moitié qui est du gaz naturel renouvelable, des biocarburants ou de la chaleur sous forme de biomasse forestière résiduelle. Mais sans plus attendre, on va aborder le sujet du solaire. Je vais, avant de le faire, vous dire essentiellement qu'une démarche comme celle de la feuille de route ne vise pas à prévoir avec exactitude. Quand on parle de 56 TWh, il faut comprendre que c'est une modélisation. Qu'on va vivre un moment où les besoins énergétiques vont devenir visibles au fur et à mesure que la décennie avance et qu'on doit bâtir nos processus d'approvisionnement de façon à réussir ça. Alors ça, c'est une citation qui est une vraie citation d'un rapport du GIEC, le rapport dont Greta Thunberg parle tout le temps, le rapport spécial 1.5, qui dit essentiellement notre rôle à tous, c'est pas de prévoir avec certitude, c'est de rendre les choses possibles. Puis vous allez voir, c'est exactement ça qu'on dit en solaire. Donc, si on se penche carrément sur les chiffres
qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce 56 TWh, comment on en arrive là, etc. Mais si on se penche juste du côté électrique des choses, vous voyez le détail du calcul. À gauche, vous avez le modèle tel que modélisé par Dunsky. Et entre les deux, vous avez la production actuelle est égale au bon, donc le bon électrique dans le cas qui nous intéresse est de 29,5 TWh. Un rappel pour les gens qui n'auraient pas entendu la première fois, la romaine c'est 8. Et ce bon-là, nous, à l'ACPER, ce qu'on a décidé de faire, c'est de le présenter de la façon suivante, c'est-à-dire que la production indépendante, les gens que je représente, est en appui stratégique à des efforts d'électrification d'Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec fait de la moitié aux 2/3 de cet effort-là à travers plusieurs initiatives dont vous avez entendu parler, dont ILO. Et nous, la production indépendante, supportons cet effort-là avec des moyens flexibles qui peuvent être déployés plus facilement, ce qui est important en solaire, à hauteur de 9,5 à 14,5 TWh. Le scénario en bioénergie, en passant, est sensiblement le même, mais cette fois-ci, il n'y a pas Hydro-Québec dans la balance. Donc, un gros bond en avant. Et là, si on se concentre sur l'énergie renouvelable et qu'on se rappelle le 9,5 à 14,5 que j'ai nommé tantôt, puis qu'on commence à le segmenter par filière, là, il faut que vous compreniez que cette segmentation-là, c'est ce que je disais au début. On tient compte du contexte de développement au Québec, des délais de développement, de la maturité des filières, c'est-à-dire qu'on a des filières comme l'éolien ou l'hydroélectricité qui ont acquis une très belle maturité, les modèles sont achevés, les gens sont investis et dans bien des mesures, il y a une expertise très forte là au Québec. Et là, on arrive donc sur si vous voulez, sur une segmentation comme ça. Et quand on parle du solaire, et là, vous avez vu, le solaire a son rôle. Alors, ce qu'on essaie de faire dans ce cas-ci, c'est qu'on dit le solaire fait 1 à 2 TWh. Ça peut sembler limité. Ça peut sembler limité, mais le propos, vous allez le comprendre. Au fur et à mesure, je vais le dérouler. Mais le solaire, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Le solaire, c'est de l'électricité abordable. Vous savez, un point de discussion que Karim va aborder. Beaucoup mieux que moi. Alors, il a fait une étude très approfondie qui démontre ce genre de point. C'est une électricité qui, à bien des égards, sied totalement aux notions de partenariat communautaire qui ont fait un peu l'ADN de la production indépendante québécoise. C'est-à-dire qu'on sait que, ne serait-ce que par les dernières annonces qui ont eu lieu autour du projet Apuit, qui est fait en partenariat entre plusieurs communautés Innu et Boralex, que ce genre de modèle communautaire est intéressant pour le développement régional et le solaire s'adapte entièrement à ça. Les derniers appels d'offres qui ont eu lieu en Alberta ont vu la création de 3 projets en partenariat avec des communautés autochtones. C'est une future filière industrielle verte et je vais m'expliquer dans la mesure où on peut imaginer que Québec développe une véritable filière industrielle en solaire. Mais finalement, c'est aussi un formidable outil d'innovation en stockage. Et là-dessus, je vais vous dire la chose suivante. Au Québec, les gens que je représente déploient du solaire dans d'autres juridictions. Ils déploient, et quand je dis qu'ils en déploient, je dis qu'ils en déploient des milliers de mégawatts. La discussion du stockage batterie dans le solaire est une discussion bien ancrée, débutée dans plusieurs juridictions qui nous bordent, juridictions américaines surtout. Le fait de déployer des batteries dans un contexte où on parle d'initiatives batteries stratégiques, souvent au Québec dernièrement, se marie bien avec le déploiement de panneaux solaires proches de la charge, là où le réseau en a le plus besoin. Alors voilà, on est devant le constat suivant. On dit qu'on a une filière qui répond bien aux réseaux locaux et les réseaux isolés, si on la déploie avec intelligence, si on pense à y intégrer une notion de stockage aussi, ça peut augmenter sa qualité si vous voulez, son taux de pénétration. Mais à la clé se trouvent des milliards d'investissements pour une quantité qui peut sembler minime dans le défi qui nous occupe comme j'ai dit, de 56 TWh, mais qui a sa place. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre d'énergie solaire-là se déploie rapidement, d'une part, mais aussi et ça, Karim en parle mieux que moi, encore une fois, parce qu'il a fait, je crois, un rapport extrêmement complet.
on est devant un constat où si on veut aller vers la carboneutralité en V50, le solaire va devenir absolument inévitable au tournant de la décennie. Et donc, il y a une notion de débuter maintenant. Et quand je dis inévitable, je parle au niveau mondial. Les grandes agences internationales, l'AIE, ARENA, positionnent le solaire comme une des deux grandes sources d'énergie du futur avec l'éolien. C'est pas une discussion québéco-québécoise. Si on prend notre place en solaire, on prend notre place dans une énergie mondiale, une économie mondiale. Et donc, c'est dans ce propos-là qu'on a une notion de démarrage qui s'inscrit dans une discussion de mobilisation de toutes les ressources que la feuille de route fait aujourd'hui. Pour finir, je vous dirais, si on essaye de comprendre comment la fameuse logique préparer, mobiliser, démarrer de la feuille de route que je présentais au début s'articule pour le solaire, bien en solaire, on a un défi, si vous voulez, en tant que juridiction. On est en retard. On est en retard par rapport au Vermont. On est en retard par rapport à New York. On est en retard par rapport à l'Ontario. On est en retard D'accord, on est en retard. Mais on a une discussion à avoir qui est importante au niveau des enjeux de développement, au niveau des avantages pour le réseau de distribution d'Hydro-Québec, pour arrimer correctement le solaire aux besoins du réseau d'Hydro-Québec Distribution et de s'assurer que les communautés puissent y investir, puissent s'impliquer, puissent faire partie de la démarche, puisque comme je l'ai dit, c'est une énergie avec laquelle, aussi surprenant que ça puisse paraître, peut-être parce qu'on est un peu en retard dans la discussion, mais c'est très mature. Les financiers sont très, très confortables avec la technologie et c'est normal que les communautés s'y intéressent, autochtones et non-autochtones, de la même façon qu'ils se sont intéressés à la petite hydroélectricité ou à l'éolien. Donc, on prépare. Il faut avoir cette discussion-là entre nous, comment on le développe, où est-ce qu'on le met, est-ce qu'on y adjoint du stockage et comment on le fait et sous quel format. En termes de mobilisation, si on veut commencer à faire venir ici les grands développeurs, les faire investir, ouvrir leurs bureaux, allumer les lumières, s'assurer que ces gens-là développent les sites, entretiennent la conversation et prennent le risque technologique de l'intégration du stockage, c'est important que le Québec se dote d'un objectif solaire, un objectif solaire chiffré à l'horizon 2030. Et même s'il est limité, c'est un geste qui est de nature à mobiliser les grands développeurs, les capitaux, les ressources, etc. Si aussi on rentre dans une logique d'annonce récurrente d'appels d'offres, sans même énoncer des quantités précises, mais simplement dire qu'il y aura des appels d'offres solaires au Québec, encore une fois, c'est de nature à mobiliser, donc obtenir des ressources, allumer des lumières dans les bureaux, avoir des gens qui travaillent réellement le dossier. La logique de démarrage ici est intéressante dans la mesure que si je vous avais présenté la feuille de route pour l'éolien, je vous aurais dit qu'on devait lancer un appel d'offres en 2021. En solaire, on a un peu plus de temps. Et la raison pour laquelle on a un peu plus de temps, c'est que ça se déploie en moins de temps. Et donc, c'est pas comme si on avait plus de temps à gaspiller. On a le temps nécessaire pour avoir la discussion que j'ai nommée au point 1. Et si on se donne la discipline, tout le monde ensemble, de tenir cette discussion-là et de faire émerger un modèle qui fonctionne pour nous, alors on peut rentrer dans une logique d'appel d'offres récurrent aux 2 ans et obtenir des projets selon, encore une fois, l'industrie que je représente, qui pourrait être en opération dès 2024. Donc, ça peut paraître très rapide, mais c'est possible de l'imaginer. Sur ce, je laisse la parole à Karim qui, je crois, a établi une très, très belle étude, une étude qu'on a saluée parce que c'est une vraie étude de référence. Il nous en fallait une pour le Québec. Je vous remercie pour votre attention et comme a dit Caroline, les questions seront posées à la fin. Voilà, merci beaucoup, Gabriel. Excellente présentation qui met la table à la présentation de mon collègue Karim Belmokhtar. Alors, comme je vous le mentionnais plus tôt, Karim est chargé de projet principal recherche et innovation chez Energica. Et qui dit intégration des énergies renouvelables dans les micro-réseaux autonomes ou décentralisés, bien, on pense à Karim Belmokhtar. Alors, expert à la fine pointe des questions liées à la conception, au dimensionnement et à l'optimisation de l'intégration des énergies renouvelables et des technologies de stockage dans les réseaux autonomes, Karim occupe actuellement le poste de chargé de projet principal recherche et innovation. À la fois cérébral, charismatique, absorbé, mais non moins érudit, Karim évolue dans le monde de la recherche où il met son savoir-faire au service des défis reliés aux performances des systèmes énergétiques dans les micro-réseaux.
Son expertise en génie électrique constitue un indéniable atout pour répondre aux défis techniques ou technologiques liés à l'approvisionnement énergétique durable des communautés hors réseau, parmi lesquelles on compte de nombreuses communautés nordiques ou insulaires. Titulaire d'un doctorat en génie électrique de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Karim détient également une bonne expertise en ce qui a trait à la conception et au dimensionnement optimal des micro-réseaux basés sur une meilleure prédiction des ressources météorologiques et la caractérisation de la charge. Alors, Karim, je te cède la parole et je vous rappelle qu'il est déjà temps de nous envoyer des questions. Quelques personnes l'ont fait. Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous faire parvenir vos questions. Karim, à toi. Caroline, est-ce que tu vois ma présentation? Oui, c'est très bien. Excellent. Merci beaucoup, Caroline, pour l'introduction. Moi aussi, je suis très content de présenter aujourd'hui les faits saillants de l'étude solaire photovoltaïque que nous avons réalisée chez Energica durant cet excellent événement qui est la semaine de l'économie verte organisée par Ecotech. Cette étude, en fait, a comme principal objectif de dresser un portrait global du marché de solaire photovoltaïque dans le monde et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait dupliquer ou déployer au Canada et au Québec, tout en prenant en considération les spécificités locales. Rapidement, pour présenter Energica, qui est un centre de recherche collégial de transfert des technologies. Nous sommes situés à Gaspé, en Gaspésie. Et Energica est affilié au Cégep de la Gaspésie et d'Izy. Energica a principalement 3 domaines d'intervention qui sont l'optimisation de l'énergie sur les photovoltaïques, notamment au climat froid, l'optimisation de l'énergie éolienne, notamment au climat froid, et enfin l'optimisation de l'intégration des énergies renouvelables dans et technologies de stockage dans les micro-réseaux. En fait, comme le disait tantôt Gabriel brillamment, le marché du solaire photovoltaïque a connu un développement important en termes de projets, en termes de puissance installée, en termes de coûts des technologies qui ont connu une baisse qui a dépassé les 80% ces 10 dernières années. Ces éléments ajoutés aussi aux objectifs du gouvernement du Québec de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37,5% d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990, comme l'a montré tantôt Gabriel. Ces éléments nous ont poussé en fait, à réaliser une étude sur le solaire photovoltaïque et d'essayer de voir comment cette énergie pourrait contribuer à l'atteinte des objectifs du gouvernement du Québec. Avant de commencer ma présentation, je tiens à adresser au nom de toute l'équipe qui a travaillé avec moi pour la réalisation de cette étude mes vifs remerciements à Développement économique Canada, notre partenaire financier sans qui ce travail n'aurait jamais vu le jour. Donc, pour la présentation, nous allons commencer d'abord par présenter les faits saillants de l'analyse du marché que nous avons réalisé sur le solaire photovoltaïque. Avant d'aborder quelques éléments d'études de cas, en fait, nous avons réalisé des études de cas pour comprendre les spécificités de certaines juridictions et de voir qu'est-ce qu'on pourrait déployer au Québec. Par la suite, nous allons discuter des différentes opportunités pour le Québec, ainsi que les différents moteurs et barrières au développement du marché solaire photovoltaïque. Et enfin, on va finir par quelques conclusions et recommandations de notre étude. Avant de commencer, donc on voulait faire une certaine comparaison entre les deux principales sources d'énergie renouvelable, si on met de côté l'hydroélectricité, qui est l'éolien et le solaire, pour voir comment ces deux marchés se sont développés ces dernières années et comment on le voit autour de nous. L'énergie solaire photovoltaïque a connu un développement important ces dernières années. Nous avons fait une petite comparaison entre le développement des deux sources d'énergie, en l'occurrence le solaire photovoltaïque et l'éolien.
ces 10 dernières années et comme on le voit sur le tableau à gauche, à la fin de 2019, le projet solaire photovoltaïque a atteint 578 gigawatts, alors que pour l'énergie éolienne, on a une puissance installée de 622 gigawatts. Mais 2016, chaque année, il y a eu plus. Et quand on sait que on comprend tout le développement qu'a connu le solaire photovoltaïque ces dernières années. Comme on l'avait dit au début de cette présentation, le marché de solaire photovoltaïque est en pleine croissance et on est passé de à peu près 23 gigawatts en 2009 à plus de 578 gigawatts en 2019. Cette forte croissance qui est chaque année, à partir de cette année-là, on a enregistré à peu près, bon an, mal an, 90 à 100 gigawatts de puissance installée chaque année. La croissance annuelle en termes de puissance tourne autour, ces dernières années, tourne autour comment et pourquoi le marché sur le photovoltaïque se développe. Donc, on trouve au niveau de la classification deux grandes familles ou deux grands segments de marché. On trouve d'un côté les installations centralisées intégrées et les installations décentralisées. Et pour les installations décentralisées, on trouve à l'industriel ainsi que les applications au réseau. Si on regarde au niveau du marché de ces deux grandes familles, on voit que les installations centralisées occupent à peu près 70%, alors que les installations décentralisées occupent à peu près excusez-moi. Des technologies sont par exemple les modules polycristallins, le watt donc coûtait 20 cents. Karim, donc à peu près une baisse annuelle entre 2000. Karim, excuse-moi de t'interrompre. Il y a des personnes qui nous disent que ça coupe un peu. Est-ce que tu pourrais éteindre ta caméra pour poursuivre la présentation? Peut-être que ça va améliorer là, le signal comme tel. Désolée d'interruption. Vous nous écrivez pour voir si c'est plus facile là, la certainement dans le chat. Merci. Tu peux reprendre. Oui, c'est ça. Juste me dire si ça s'améliore. OK. C'est ça. Donc, ce que je disais, c'est que si on regarde au niveau. Excellent, parfait. Si on regarde par exemple au niveau de l'aspect économique, les modules solaires, hein, donc la baisse annuelle entre 2009 et 2019 tournait autour de 12 à 20% annuellement. Donc, les modules solaires donc, coûtaient $2 le watt en 2009 et en 2020, on a atteint les 20 cents le watt pour les modules solaires photovoltaïques. Dans notre étude, en fait, nous avons effectué une analyse de marché de différentes régions. Hein, donc, au continent, il y a l'Europe, l'Afrique, l'Asie, etc. Et l'analyse exhaustive et complète, vous allez la retrouver en l'air qui est déjà disponible, comme disait ma collègue Caroline tantôt. Aujourd'hui, on regarde qui est notre espace géographique le plus proche. Si on en est 62 gigawatts, soit 89% de la puissance
suivi du Mexique avec 4,4 gigawatts et enfin le Canada avec 3,3 gigawatts. A mentionné que, comme on le voit sur le graphique, le Mexique est passé devant le Canada à la deuxième place en 2019 en termes de puissance installée cumulée. Concernant le Canada, en fait, le marché est divisé comme suit. Hein, donc, si on revient aux deux familles, aux deux segments de marché qu'on avait tantôt, hein, donc, à peu près 63% du part de marché, hein, alors comme on l'avait tantôt au niveau mondial, ça tournait autour de 70%. 36%. Ici, on regarde la carte, hein, donc province-territoire au niveau canadien, la puissance installée. On voit que le Québec occupe le 7e rang en termes de puissance installée cumulée autour de 6,25 MW à la fin de l'année 2019. Nous allons maintenant présenter quelques éléments de l'analyse de marché. On commence par, comme je disais tantôt, on avait fait comme des études de cas. Hein, vous allez trouver plus d'informations dans l'étude. Ici, on présente les pistes saillantes. Nous avons regardé par exemple la Californie parce que c'est l'État le plus proche de nous où le marché solaire est très développé. Donc, si on regarde au niveau le marché de la Californie, le solaire photovoltaïque occupe une grande partie, à peu près 20% de la production énergétique de l'État provient de l'énergie solaire photovoltaïque avec plus de 27 gigawatts de puissance installée à la fin de 2019. Si on décortique le marché de solaire, fait qu'on trouve essentiellement les applications résidentielles et commerciales qui occupent le plus gros marché là, avec presque 15 gigawatts de puissance installée, suivi des grandes centrales solaires photovoltaïques et enfin 1,2 gigawatts de centrales thermiques à concentration. 44% de la puissance solaire installée aux États-Unis d'Amérique se trouvait en Californie à la fin de 2019. C'est quand même important comme marché. Mais si on regarde au niveau marché canadien, nous avons choisi en fait d'analyser deux marchés, hein, l'Ontario et l'Alberta pour des raisons objectives. L'Ontario parce que c'est le marché le plus développé et l'Alberta parce que c'est un marché en pleine croissance. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de focuser sur ces deux marchés. L'Ontario, c'est le leader canadien hein, en termes de puissance solaire photovoltaïque installée avec plus de 3,1 gigawatts de puissance cumulée à la fin de 2019. On voit le graphique à droite, l'évolution du marché. A mentionné que le marché de solaire photovoltaïque dans l'Ontario connaît un certain ralentissement depuis 2019 pour diverses raisons, dont par exemple l'abrogation, donc la même année en 2019, de la loi sur l'énergie verte. Concernant l'Alberta, hein, donc, qui se retrouve à la deuxième place en termes de puissance cumulée à la fin de 2019 avec plus de 93,5 mégawatts. C'est un marché hein, qui connaît une forte croissance hein, depuis 2016-2017. Et l'Alberta est une province qui affiche de grandes ambitions, hein, surtout pour des objectifs d'arrêt de centrales qui utilisent des combustibles fossiles, où la province a mis comme objectif pour 2025 d'avoir installé 1,8 gigawatts. Mais si maintenant on arrive au Québec, le solaire photovoltaïque hein, brille par son absence. Au niveau de la province, à la fin de 2019, on enregistre uniquement hein, 6,25 MW de puissance installée cumulée connectée sur le réseau intégré.
Et on voit à droite le graphique avec l'évolution du marché. Hein. Donc, à noter que les 6,25 MW ne prennent pas en considération les deux installations qu'Hydro-Québec devrait mettre en service sous peu. Là, donc, avec l'ajout de ces deux installations de 9,5 MW cumulés, le Québec va passer à la 5e place au Canada en termes de puissance installée cumulée. Et enfin, pour le Québec, au niveau plus compétitivité, il y avait une analyse qui a été faite en 2018 qui a montré donc l'impact de la baisse des coûts touche aussi, peut-être pas dans la même ampleur, mais touche aussi le Québec, où on voit que les installations de 6 kW et plus là, pour les applications résidentielles sont compétitives sur certaines conditions par rapport à l'hydroélectricité si on intègre la deuxième tranche de tarifs pour les clients résidentiels. Mais concernant la baisse des coûts des technologies solaires photovoltaïques, qui devrait se poursuivre, peut-être pas dans la même ampleur, mais ça va continuer à baisser selon plusieurs études, plusieurs estimations. Ici, on voit la projection des coûts d'installation des systèmes. Par exemple, on prend l'exemple des applications résidentielles. Les coûts d'installation d'1 kilowatt de solaire photovoltaïque passeraient de $2 500 en 2020 à $1 500 en 2030 et à $1 200 en 2050. Et ça aura comme un impact sur les coûts de production d'énergie ou si on prend les mêmes applications résidentielles, le coût de production d'1 kWh de solaire photovoltaïque passerait de 9 à 10 sous kWh 2020 à 5 sous en 2050 selon certaines simulations. Et que plus de détails par rapport à ces différents types de production se retrouvent dans notre étude. Avant de terminer cette partie contexte, nous avons voulu aussi ramener un point qui est à nos yeux important, c'est le développement du marché québécois d'électricité dans les prochaines années. Hein. Donc, selon Hydro-Québec et dans son plan d'approvisionnement 2019-2029, la demande énergétique va connaître une croissance. Hein. Donc, à horizon 2029, la croissance des ventes d'électricité est estimée à presque 16 TWh, donc 15,9 TWh exactement. Et cette croissance est due à plusieurs développements ou plusieurs segments. D'abord, il y a la croissance naturelle de la demande énergétique, qui est estimée autour de 7,1 TWh. Il y a aussi le développement des marchés comme les centres de données, les chaînes de blocs, l'approvisionnement des serres agricoles, etc., avec des besoins qui sont estimés à 5,9 TWh. Il y a le secteur d'électrification des transports, hein, l'approvisionnement des véhicules électriques nécessiterait à horizon 2029 autour de 3,3 TWh. Excusez-moi. Et enfin, comme un point qui nous a frappé, c'est les projections de la contribution de l'énergie solaire photovoltaïque que Hydro-Québec s'attend à horizon 2029. Hein. La société d'État s'attend à ce que l'énergie solaire photovoltaïque contribue à autour de 0,4 TWh à horizon 2029. Et ces contributions viendraient essentiellement dans le même rapport des installations résidentielles et commerciales. Donc, on reste surtout dans les applications décentralisées. Si on peut s'amuser à faire une petite simulation, hein, donc en prenant à peu près un potentiel énergétique moyen et réaliste dans le sud de la province autour de 1200 kWh par kilowatt. Ces installations nécessiteraient, pour pouvoir produire 0,4 TWh, on devrait avoir à peu près entre 330 et 340 mégawatts de puissance installée, alors que présentement on est autour de 16 mégawatts là. Donc, fait que la croissance du marché va être 50 fois plus
importante en 2029 par rapport à la puissance installée actuelle. Comme on l'a vu tantôt là, donc au niveau de la croissance du marché, ici c'est comme un tournant aussi là à mentionner, c'est que à horizon 2025, 26 et 27 au Québec, excusez-moi, donc on passe de surplus énergétique vers des déficits énergétiques et de puissance, 26, 20, 27. Donc ça nécessite de nouveaux approvisionnements énergétiques pour pouvoir alimenter de nouveaux marchés comme les serres agricoles, pour pouvoir améliorer la sécurité alimentaire du Québec, le développement de marchés comme les centres de données, la chaîne de blocs, etc. Et il y a l'objectif du gouvernement du Québec de mettre sur route 300 000 véhicules en 2026 et 1 million de véhicules en 2030. Donc ça, c'est pour plus les applications, mettons, on va dire, ou les applications connectées au réseau électrique intégré. Si on regarde une niche spécifique qui est les réseaux autonomes, Gabriel tantôt avait comme abordé cette question-là. On regarde, mettons, si on regarde le nord du Canada, à peu près 200 000 Canadiens ne sont pas reliés ni à un réseau électrique d'électricité, ni à un réseau de gaz naturel. Et 80%, selon Ressources naturelles Canada, autour de 80% de ces personnes utilisent des centrales thermiques, donc diesel ou mazout, pour pouvoir faire face à leurs besoins énergétiques. Et ceci induit une consommation qui a été estimée à plus de 900 millions de litres de diesel annuellement. Et selon une étude, là, si on ne fait rien, donc pour ces réseaux autonomes, ces collectivités au réseau dans le nord du Canada, à horizon 2035, la consommation de carburant fossile peut atteindre les 1,5 milliard de litres de diesel. Et donc, c'est dire qu'il y a une urgence à agir pour ces communautés-là. Et si on revient donc au niveau du Québec, au niveau des réseaux autonomes, les 22 réseaux autonomes qui alimentent à peu près 35 000 personnes au Québec, ces centrales thermiques essentiellement produisent plus de 440 gigawattheures par année. Et parce que les coûts de production d'électricité des centrales thermiques au diesel tournent autour de 20 à 50 cents le kilowattheure, dépendamment du coût du diesel, alors que le coût de production l'électricité hydroélectrique provenant de blocs patrimoniaux tourne autour de 3 cents, fait que et donc Québec enregistre des pertes d'exploitation annuelles qui tournent autour de 190 millions de dollars. Fait que, il y a comme un intérêt à convertir ces réseaux-là et réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi le déficit d'exploitation. Ceci pour le contexte. Si on regarde une synthèse ou un résumé de notre analyse et de voir les principaux moteurs et barrières de développement. Pour les moteurs de développement, on trouve essentiellement les investissements en énergie propre, augmentation de la demande énergétique, on l'avait vu tantôt avec le contexte énergétique dans les 10 prochaines années pour le Québec, et la croissance des investissements en innovation et baisse des coûts. Ça, c'est comme pour les moteurs. Pour les barrières, on trouve les cadres réglementaires et normatifs qui sont inadéquats ou limitatifs. Il y a l'existence de chaînes de valeur fragmentées et le manque d'incitatifs publics pour encourager le développement du marché. Comme résumé, là, donc, le marché de solaire photovoltaïque a connu une forte croissance ces 10 dernières années, à peu près 25 à 30% de croissance annuelle du marché. Le marché canadien reste encore marginal avec 0,57% de la part du marché au niveau mondial, avec les 3,3 gigawatts d'installés. Quant au Québec, donc, présentement, il occupe le septième rang au Canada en termes de puissance cumulée. Avec la réception des 2 centrales d'Hydro-Québec, on passerait à la 5e place avec une puissance installée autour de 0,2% au niveau du marché canadien. Et enfin, Hydro-Québec prévoit un déficit énergétique en 2026 et en puissance aussi, là. Et il s'attend à une contribution de l'énergie solaire photovoltaïque
autour de 0,4 TWh, ce qui signifie à peu près 330 MW de puissance installée en 2029, alors qu'on est à peine à 7 présentement. Excusez-moi. Et enfin, hein, donc pour résumer les principales recommandations qu'on pourrait suggérer pour le développement du marché, il y a l'augmentation du part sur les photovoltaïques dans le mix énergétique québécois, répondre à la croissance de la demande énergétique. Intérêt d'accélérer l'énergie sur les photovoltaïques dans les futurs approvisionnements énergétiques pour le Québec. Créer un environnement favorable pour stimuler le développement de la filière sur les photovoltaïques. Hein, Gabriel l'avait mentionné tantôt. Il y a aussi l'intérêt de Québec, surtout ce qui sort de notre étude, les applications résidentielles et commerciales. Augmenter les incitatifs financiers et les limites de puissance installées pour les applications sur le réseau de à l'image de ce qui a été développé pour l'éolien. Donc l'éolien, hein, avec les premiers appels d'offres, il y avait comme un intérêt de développer une filière éolienne, alors que l'éolien à l'époque n'était pas complètement compétitive par rapport à l'électricité. Le solaire photovoltaïque, il déjà donc très compétitif par recommandation de notre étude. Donc, il faut rendre sur notre la slide pour pouvoir télécharger et consulter l'étude qui est en version en français et en anglais. Et enfin, voilà, donc c'est ce qui me fait ma présentation et je suis à votre disposition si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ma présentation. La parole à toi, Caroline. Merci beaucoup, Karim. Alors, d'abord, merci pour la présentation. Désolée pour les pépins techniques. En 2020-2021, on est capable de créer des vaccins dans des temps records pour la COVID-19. Par contre, on n'a toujours pas résolu, semble-t-il, les problèmes de connexion Internet qu'on vit tous dans nos contextes de télétravail. Alors, on s'excuse réellement de ce pépin-là. Je vous invite à nous faire parvenir vos questions. Évidemment, on en a reçu quelques-unes. Gabriel et Karim sont disponibles pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez surtout pas. C'est une belle occasion d'approfondir certains éléments de la feuille de route de l'ACPER ou encore de l'étude réalisée par Nergica avec à sa tête Karim Belmokhtar. Une question que nous avons reçue d'abord, est-ce que vous pourriez nous indiquer quel serait le coût moyen d'un kilowattheure de solaire photovoltaïque au Québec? Je pense que cette question-là est peut-être un peu plus destinée à Karim, mais Gabriel n'hésite surtout pas à compléter ou bonifier au besoin. Non, Karim, tous les prix. Je ne vais pas me mêler de cette discussion-là. Je veux juste dire la chose suivante avant que Karim parle, c'est important. Quand Karim parle du 0,4 TWh qui est au plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec Distribution, il faut que tout le monde sur la ligne comprenne que Hydro-Québec Distribution soustrait ce 0,4 TWh. Ils assument que c'est sur les toits de Costco puis de Simons puis sur vos toits résidentiels. Quand Hydro-Québec stipule toutefois qu'il a des besoins de l'ordre du 15 TWh à l'horizon 2030, ça, c'est le sujet du grand solaire. Donc, quand on pose la question du prix, toujours se rappeler qu'il y a une segmentation, que le prix solaire peut vouloir dire quelque chose de complètement différent de ce à quoi on parle. Si on parle de solaire sur toit pour du résidentiel, c'est une chose. Si on parle de grand solaire, c'est une autre chose. Et si on parle de solaire dans les réseaux isolés, quand on dit qu'Hydro-Québec a des pertes d'exploitation de près de 190 millions de dollars par année pour donner de l'électricité à nos concitoyens en réseau isolé, c'est parce qu'on est en train de produire de l'électricité avec du diesel sans récupération de chaleur. Et ça, là, c'est pas compliqué, là. C'est un no-brainer. Le solaire est moins cher. Le solaire avec des batteries est moins cher. Donc, sur ce, je vais laisser Karim vous donner les prix. Merci. Ben, écoute, tu as deux idées, hein, fait que, mettons, effectivement, les coûts dépendent des applications et de l'emplacement, hein, de la localisation des
des installations. Si, mettons, on prend deux types de marchés, le résidentiel, les installations résidentielles, l'année passée, le coût de production d'un kilowattheure tourne autour de 9 à 10 sous le kilowattheure. Alors que les grandes centrales, au niveau des simulations, ça tourne autour de 6 à 8 cents le kilowattheure. Mais si on fait, mettons, les projections 2030, les simulations donnent un coût de kilowattheure pour les installations résidentielles, hein, comme disait Gabriel, sur le toit, etc. Tout ça, autour de 6 cents le kilowattheure. Pour les centrales, les grandes centrales, c'est autour de 5 cents le kilowattheure. À Caroline, La seule chose que je peux ajouter à ce que Karim vient de dire, c'est que la discussion du prix du solaire peut en surprendre beaucoup. Les chiffres qui viennent d'être énoncés par Karim sont, j'imagine, surprenants pour beaucoup d'entre vous. Mais sachez que c'est une réalité. Les coûts solaires ont décru dans un contexte nord-américain non subventionné de 90% en 10 ans. Donc, cette chute de coûts a pu en prendre plusieurs par surprise. Il est normal de se poser les questions que vous posez. Jusqu'à tout récemment, le paradigme de départ, c'est le solaire est cher. Ce n'est plus vrai. Et ça continue à baisser. Donc ça, vraiment, juste pour tout le monde qui est ici, là, se rappeler que si vous consultez les données que Karim énonce en ce moment sont connues. Moi, j'ai fait du développement solaire aux États-Unis personnellement. Je parle d'expérience personnelle. Et c'était il y a 5 ans. Alors, ça baissait, ça continuait à baisser. C'est pour ça qu'on dit, je pense, le sujet qu'on porte à l'ACPER, c'est de dire, ben, débutons maintenant. Allons-nous chercher de l'énergie solaire en 2024, dès 2025. Les prix sont en descente en ce moment. Et quand on dit ça à l'ACPER, on parle du grand solaire. Le sujet qui est porté par Énergie solaire Québec ou Karim, du point de vue résidentiel, est un sujet d'autant plus important que quand on dit dans la feuille de route qu'il y a une partie qui est portée par l'ACPER, par la production indépendante, qui est un appui stratégique de 15 TWh à un effort global qui, lui, est plus dans les 30, il faut comprendre qu'il y a une partie qui appartient à Hydro-Québec. Que 15 à 20 TWh, nous, selon la feuille de route, on dit essentiellement Hydro-Québec prend cette partie-là sur lui. Et les initiatives de Solaire sur Toit s'inscrivent là-dedans. On essaie de faire de l'autoproduction résidentielle pour faire baisser. Quand je parlais qu'il faut stabiliser la production, quand on parle d'efficacité énergétique, on parle aussi d'autoproduction. Il faut s'assurer qu'on donne les moyens à nos citoyens. C'est sûr que c'est pas le sujet de priorité de mon association Caroline, mais c'est certain que pour nous, c'est très important que cette discussion-là ait lieu. Et je crois que quand Karim énonce 0,4 TWh au plan d'approvisionnement, c'est 330-340 MW. Pour que les gens puissent se représenter les quantités que ça représente, c'est que c'est sur des toits. Et là, Karim, peut-être que pour que les gens arrivent à s'imaginer de quoi on parle, c'est quoi en superficie, tu sais, d'après toi, la règle du pouce. Moi, je peux donner un chiffre à peu près, là, ça va donner le tournis. C'est des milliers de toits. Et ça, c'est dans le plan d'approvisionnement au Québec en ce moment. Et donc, il y a des conditions commerciales nécessaires à l'éclosion de ce secteur résidentiel. Et même si c'est pas le sujet de mon association, c'est une préoccupation qui doit tous nous animer. Quand on dit à la feuille de route qu'il y a une prémisse à la hausse d'énergie renouvelable, puis la prémisse c'est l'efficacité énergétique, c'est exactement de ce dont on parle. Karim? Ouais, juste peut-être, comme Gabriel parlait des chiffres, c'est en fait, je ne sais pas si c'est parlant, mais 330 mégawatts, c'est à peu près 550 hectares. Et ça, c'est comme dit Gabriel, c'est juste les applications résidentielles et commerciales. C'est sur les toits. Oui, alors c'est considérable l'espace requis pour aménager le solaire. Effectivement, tu fais bien de le mentionner, s'il vous plaît. Oui, mais si on regarde par exemple les prix d'installation des applications résidentielles, en 2020, on tourne autour de 2500 $, hein, le kilowatt. Et en 2030, on tourne autour de 1500 $ le kilowatt. Et en 2050, si mettons cette tendance-là se poursuit, on sera autour de 1200 à 1250 $ le kilowatt. Parfait, merci. Je vois qu'il ça, c'est pour, oui. Ça, c'est pour les applications résidentielles. Donc, pour les applications, oui. Là, il y a plus de chiffres qu'on vous allez trouver dans l'étude. Là, pour les applications résidentielles,
les applications centrales, mettant les grandes centrales là, raccordées au réseau électrique intégré, les coûts d'installation sont moins que ça. Donc, Oui, je confirme. C'est des prix résidentiels. Les grandes installations ont des prix d'installation. Je vois que ça dépasse un peu la période d'1 heure qu'on avait prévue. Par contre, pour ceux et celles qui veulent rester, Gabriel et Karim sont encore disponibles là, pendant la prochaine demi-heure. Alors, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Ils sont là pour ça. Alors, je poursuis justement avec les questions. Et peut-être qu'elle est un peu nichée, celle-ci, mais essayons-nous quand même. Où en est le Québec à propos des fenêtres photovoltaïques? Est-ce que c'est une bonne question? Est-ce que vous avez de l'information à ce sujet-là? Moi, nous, à l'association, ce ne sera pas un sujet qu'on aborde de front. Karim, peut-être l'aborde plus. Je vais juste faire le point suivant, qui est important parce que cette question-là est importante. On en parlait avec Patrick Goulet là, d'Énergie solaire Québec. C'est des gens qui s'intéressent beaucoup au bâtiment vert. Okay? Donc, c'est cette question-là que vous posez, là, c'est une question de bâtiment vert. Peut-être qu'on a mal cadré la discussion d'efficacité énergétique au Québec. Okay? Je le dis comme ça. Peut-être qu'on a voulu comparer de la laine minérale avec des fenêtres solaires puis des panneaux solaires. Peut-être que ça n'a pas rapport de comparer les deux, ben franchement. Mais la discussion des fenêtres solaires ou l'inclusion du solaire sur des toits, c'est une discussion de code du bâtiment. C'est une discussion de stabilisation de la demande résidentielle et commerciale et industrielle au Québec. Et dans cette optique-là, le solaire aura toujours cette position absolument fascinante d'ubiquité. Le solaire peut être inclus à plusieurs constructions de plusieurs façons. Il existe du solaire thermique, il existe du solaire sur vitre, il existe du solaire flottant, il existe et ça continue, ça continue. Et donc, ce qui est très important dans la discussion solaire, et ça, c'est un appel que je fais à tout le monde, c'est de toujours bien segmenter la discussion. Quand on parle d'une fenêtre solaire, on parle de bâtiment vert. Quand on parle de solaire sur toit, on parle souvent d'installations qui sont installées sur des toits soit commerciaux et résidentiels. Puis quand on parle de grands solaires interconnectés, là, on parle des grandes installations que nous, à l'association, ces sujets comportent. Mais tous ces sujets-là sont interreliés dans notre lutte au changement climatique. Tous ont une importance. Quand Hydro-Québec doit stabiliser sa demande ou a des pertes d'exploitation dans les réseaux isolés, ou doit trouver des solutions de l'ordre du 15 à 20 TWh selon la simulation de Tonsky, dans un contexte où, bien franchement, les surplus, en ce moment, ne sont plus vraiment un sujet de discussion, puisqu'on est en train de vendre, en ce moment, là, c'est dans votre journaux toutes les semaines, on est en train de vendre ces surplus aux gens du Massachusetts et de New York. Dans un contexte comme ça, oui, les discussions d'efficacité énergétique, de bâtiments verts, de gestion, derrière ce qu'on appelle derrière le compteur, gestion de demande, etc., vont devenir des notions extrêmement importantes. Et ça va être une discussion compliquée parce qu'il y a beaucoup de solutions. Et les fenêtres solaires s'inscrivent là-dedans. Donc, là-dessus, je vais laisser Karim faire son commentaire pas mal plus informé que le mien. Ben écoute, Gabriel, il a dit tout, moi je vais dire le reste. Fait que, non, mais c'est sûr que pour répondre à la question, c'est que le marché québécois, on est en retard donc par rapport à ça. C'est pour ça que nous, dans notre étude, on parlait au niveau du cadre réglementaire et normatif. Là, Gabriel, il parlait des bâtiments au niveau de les règles du bâtiment. Là, par exemple, en Californie, on a vu tantôt l'évolution du marché. En Californie, à partir de 2020, c'est ça, 2020, toutes les nouveaux bâtiments doivent intégrer des applications solaires. Fait que nous, on est encore en retard. Fait que si on regarde au niveau du marché, il y a un certain intérêt, mais il y a comme des limitations, il y a moins d'incitatifs. Mais donc, le marché est en développement. Et je tiens à souligner, Gabriel, tu en faisais allusion, Patrick Goulet, qui est justement sur la conférence,
a mentionné dans le chat que le seul endroit à sa connaissance pour les fenêtres PV, c'est sur un bâtiment commercial à Belleuil. Alors, Patrick, qui est un homme de terrain puis qui a vraiment fait le tour du Québec et est très en contact avec les installateurs, complète avec cette information-là. L'intermittence associée à l'énergie. Alors, je vous laisse à tour de rôle répondre à cette question. C'est une question qui est extrêmement intéressante. Je vais commencer, puis comme d'habitude, Karim va rajouter la vraie donnée sur ce que je vais dire. Mais ce que je peux dire par rapport au stockage, c'est que les grands développeurs québécois, que ce soit Énergex, Boralex, Kruger Énergie, Éolectrique, etc. Donc, tous nos grands développeurs et les développeurs mondiaux, là, EDF, EDPR, Nextera, tous les grands développeurs, Invenergy, tous ces grands développeurs-là déploient de la batterie dans des parcs solaires en ce moment. Il y a deux types de réflexions qui ont trait, je le vulgarise si vous voulez à l'extrême. Il y a un type de service qu'on appelle ancillaire, où là, vraiment, le parc en vient à rendre des services au réseau. Donc, c'est pas du stockage comme ce que vous dites. Et après ça, il y a un stockage carrément où là, vraiment, on essaye de déplacer l'énergie dans le temps. OK? Donc, de la donner au réseau à un autre moment dans le temps. Les deux services sont valorisables de façon différente. OK? L'important de savoir, c'est que les grands développeurs sont capables de capter ce genre de revenus-là. Et ils sont capables de prendre le risque technologique de ce genre de projet-là. Et donc, ça, c'est des services qui sont rendus souvent au réseau. Première réponse. Deuxième réponse, vous n'êtes pas sans savoir que des grands groupes industriels comme Tesla fabriquent des produits résidentiels de stockage comme le Powerwall et d'autres. Et là, vraiment, on est dans la même logique, mais derrière le compteur. Alors là, c'est un industriel jusqu'au résidentiel qui s'installe des panneaux solaires et des batteries pour écréter sa pointe, déplacer de l'énergie dans le temps et ce genre de choses. Mais je vais laisser Karim répondre à ça, mais je veux juste que tout le monde comprenne bien que dans tous les segments, le stockage est présent et son coût n'est pas prohibitif si on le compare à brûler du diesel pour faire de l'électricité, là. Donc, la notion, c'est qu'on a des secteurs entiers. Quand on se pose la question, est-ce que c'est juste les agriculteurs? La réponse est non. Les grands industriels vont voir, comme un particulier et d'autres, des solutions de gestion de leur pointe dans le solaire couplées à des batteries. Et voilà. Karim, à toi. Peut-être ajouter un élément qui quasiment tout le monde maintenant a intégré que les technologies solaires ont beaucoup baissé ces dernières années, autour de 80-85%. Mais ce que mettons, peu de personnes connaissent, c'est que même le stockage, si on va mettre les batteries, on connaît quasiment la même baisse des coûts, donc la même évolution de baisse des coûts là, que mettons le solaire photovoltaïque, les batteries là, donc ont baissé autour de 80% ces dernières années là, au niveau du kilowatt ou du kilowattheure là, pour les batteries. Et j'ajouterais ce que disait comme Gabriel, effectivement, il y a les services, ce qu'on appelle les services auxiliaires là, ou les services systèmes là, que le stockage peut aussi apporter au réseau. Donc, en plus d'avoir, mettons, à stocker et répondre aux problèmes d'intermittence, pour pouvoir limiter, mettons, parce que généralement, sur les réseaux, on limite le taux de pénétration de renouvelables à 10-15%. Là, ça, c'est comme problématique si on veut, mettons, atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre et répondre à la croissance de la demande. Il faut intégrer plus de renouvelables. Donc, le stockage devient comme une composante incontournable. Et il y a comme les applications agriculture, et Gabriel parlait des applications résidentielles derrière le compteur, là, pour le mesurage net, etc. Mais il y a l'électrification de transport aussi. C'est une application qui va nécessiter, de mon point de vue, beaucoup de stockage. Si je peux faire comme une analogie, là, fait que comme au niveau, mettons présentement, on a comme un dépanneur, des tanks de gaz là pour pouvoir remplir les réservoirs des véhicules. Dans les prochaines années, ça va être les dépanneurs, il va être comme des grosses batteries qui vont recharger des petites batteries dans les véhicules. Puis comme une petite analogie. Fait que le stockage combiné aux usages renouvelables, ça va être une application très répandue dans les prochaines années. Là. Ça va être une application répandue, puis je pense qu'on va entrer aussi si on rentre encore plus dans un commentaire qui est encore plus large,
on rentre dans une époque, dans certaines juridictions, où en fait la production énergétique du renouvelable va devenir extrêmement abondante et à un coût marginal très, très faible. Et à ce moment-là, les solutions de stockage, que ce soit l'hydrogène ou les batteries, vont commencer à s'imposer parce que l'électricité qui est utilisée pour être stockée va devenir à un coût quasi nul. Je m'explique. Quand vous êtes une juridiction comme l'Allemagne ou la Californie, tu sais que vous avez besoin du solaire, c'est-à-dire que c'est pas un choix. Vous commencez à designer foncièrement vos systèmes pour assurer une pointe. Et à ce moment-là, vous avez un excédent d'énergie sur les épaules de la pointe. La pointe en Californie, c'est la climatisation. Donc, ça arrive en milieu de journée, etc., avec un autre sous-pointe, si vous voulez, quand les gens ouvrent les lave-vaisselle et tout ça à la fin de la journée. Donc, c'est différent de nous, là. Mais quand les gens construisent leur parc solaire, ils se mettent à développer des capacités qui, elles, se mettent à livrer pas mal tous les journées de la semaine, là, le matin. Et là, cette surcapacité-là, les développeurs peuvent la vendre, si vous voulez, à un coût très faible. C'est parce qu'on est en train de construire le système pour une pointe. Il y a un changement de paradigme complet. Et à ce moment-là, le stockage va finir par s'imposer. Là, c'est pas moi qui le dis, là. C'est littéralement les sommités énergétiques. J'ai participé à une conférence de DINA, qui est l'agence de développement énergétique allemande, pas plus tard que la semaine passée, dans laquelle c'est débuté actuellement sur le potentiel qu'il y a pu y avoir, je vais dire comme ça, un manque de visibilité sur le potentiel d'électricité abordable que présente le solaire. En ce moment, si vous regardez les chiffres, c'est plus une perception qui devrait être réelle. Les chiffres, la baisse a atteint un niveau qui est vraiment dans des prix avec lesquels nous devrions être confortables en tant que juridiction. Si on se projette sur des prix de la romaine, non? On devrait être capable de vivre avec les prix que Karim a énoncés. Mais juste derrière, il faut que les gens sur l'appel sachent que les batteries suivent la même courbe de baisse de prix. Puis juste après, c'est les électrolyseurs là, qui suivent la même courbe. Et les électrolyseurs, c'est l'hydrogène. Alors, le stockage va s'imposer comme une véritable discussion au fur et à mesure que la décennie va avancer, puis va s'imposer comme un incontournable pour l'atteinte de la carboneutralité, tout autant que le solaire. Ben, c'est très intéressant ça. Puis je mentionne qu'on a Jean-Pierre Leroy des Îles-de-la-Madeleine, Karim, que tu connais, avec qui on a travaillé sur un projet d'énergie hydrolienne. Il nous dit et si localement on pouvait régler, on pouvait éviter ce problème-là de stockage. Donc, lui, il est aux Îles-de-la-Madeleine. C'est intéressant de voir cette perspective-là. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça? Vas-y, Karim, c'est tout à moi qui parle. Même, je ne suis pas sûr de la question par rapport au problème, d'éviter le problème de stockage. C'est juste. Par rapport, moi, j'en ai compris, c'était par rapport à l'intermittence qui était comblée par le stockage. Peut-être, Jean-Pierre, si tu es toujours en ligne, si tu peux préciser ta question, ça nous permettra d'y répondre. On va faire une parenthèse sur une autre question. On nous a demandé quels sont les principaux freins réglementaires. Il y en a été question dans l'étude. Gabriel, je sais que tu connais plusieurs de ces freins-là. Je pense que c'est une question à laquelle vous avez plusieurs réponses. Donc, je vous inviterai là, à nous exposer quels sont les freins, les principaux freins réglementaires dont il est notamment question là, dans les recommandations et de l'étude, justement. Ouais, je vais laisser Karim qui a fait, je crois, un travail remarquable là, et remarqué de lister les freins par filière. Rappelons-nous que les freins qui pourraient exister au niveau du solaire sur toit, donc le sujet de Énergie solaire Québec de Patrick Goulet n'est pas forcément le même que le mien. On se rejoint à certains endroits. Je peux les énoncer, les endroits en passant. Mais il y a vraiment des freins commerciaux très particuliers au réseau isolé. Il y a des freins commerciaux très particuliers au solaire sur toit et commercial, et il y en a qui appartiennent uniquement au grand solaire. Mais Karim a fait cette segmentation dans son étude, et c'est ce qui fait la qualité d'une étude comme la sienne. Si, mettons, on pourrait comme illustrer certains freins au développement de solaire, si on regarde par exemple les applications résidentielles / commerciales. C'est que si on regarde, par exemple, au Québec, les applications d'autoproduction, on a une limite
au niveau de la capacité d'intégration. Fait que pour les installations monophasées, hein, mettons, de faible puissance, on est limité à 20 kilowatts. Fait que, mettons, un autoproducteur ne peut pas, intégrer plus de 20 kilowatts de monophasé sur le réseau d'Hydro-Québec et 50 kilowatts pour les applications très phasées, donc un peu plus de puissance. Et là, ça limite au niveau de la capacité d'intégration. Fait que, en termes de puissance. Mais si je peux me permettre, Karim, 50 kilowatts, rappelons-nous, Karim parlait qu'au plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec, en ce moment, il est écrit 330 mégawatts. Mégawatts, c'est ça. Donc, rappelons-nous de nos unités. 330 000 kilowatts. Là, tout le monde sur la ligne, on divise ça par 20 ou par 50 parce que tu as accès à du triphasé, tu es un chanceux, toi. Tu sais, en tout cas, oui, continue, Karim, excuse-moi. C'est ça. Non, mais ça fait que, mais si on regarde par exemple les applications plus, les réseaux autonomes, les limitations sont encore plus sévères parce que la capacité installée, mettons, par exemple, si vous avez une centrale thermique, on va dire le chiffre rond pour pouvoir faciliter le calcul, là, de 100 kilowatts, là, vous ne pouvez pas installer plus que 5 kilowatts sur le système. Fait que c'est pas parce que le système ne peut pas, mettons, intégrer 10 kilowatts, mais pour que l'opérateur puisse assurer la fiabilité d'approvisionnement de ces collectivités-là, et lui, il limite, mettons, à 5-10% de la capacité installée pour pouvoir justement éviter l'effet intermittent, donc, qui impacte la fiabilité d'alimentation. Il y a un autre point qui est sorti aussi là, qui est plus réglementaire, politique, etc., c'est comme à discuter, surtout qui concerne les centrales, les grandes centrales à cause de réseau. Fait que là, il y a la question de voir la disponibilité ou le choix des terrains pour pouvoir déployer ces installations-là. Parce que, comme on dit, hein, c'est 1 mégawatt, c'est 1,6 hectares là, donc de surface occupée. Là. Fait que c'est principalement les principales barrières réglementaires. Sans aussi parler de la question du bâtiment, hein, fait qu'il y a toute la question de la législation autour de ça pour qu'on puisse favoriser les installations solaires sur les bâtiments. Ouais, moi, je vais compléter ce que tu Karim par rapport au grand système. Au grand système tel quel, la requête de l'ACPAR, c'est de lancer un appel d'offres. On dit essentiellement les prix sont rendus à un point où, bien franchement, il faut nous donner notre chance à la communauté de la production indépendante. Puis vous savez, la communauté de la production indépendante au Québec, là, c'est des producteurs privés, certes, mais c'est aussi des communautés autochtones puis des municipalités qui participent activement au développement énergétique. Donc, on est plusieurs à le demander. Là. Lancer un appel d'offres de grand solaire. Puis c'est écrit dans la feuille de route là, de 1 à 2 TWh à l'horizon 2030. Donc, on commence petit, mais on rentre dans une logique de démarrage. Les enjeux dont fait mention Karim sont mentionnés à la feuille de route. C'est-à-dire qu'on a des écueils évidents devant nous à adresser en tant que juridiction. On doit se parler entre nous. Donc, l'utilisation du territoire par le solaire est un nouveau concept. Là où l'éolien pouvait se déployer dans un milieu agricole sans créer d'enjeu, si vous voulez, d'utilisation du territoire, parce que c'est une très petite empreinte au sol pour une très grande quantité d'énergie. Là. Juste pour vous donner une idée, tout le monde, là, une machine de 4-5 mégawatts, c'est des grosses machines, va avoir une empreinte au sol. Je veux dire, la tour fait 10 mètres de diamètre, le max, là, 8, 10, 7. C'est que le fermier la contourne, il fait ses trucs. En solaire, on est ailleurs et il y a vraiment une vraie discussion. Et c'est pour ça que nous, à la feuille de route, on dit qu'il faut qu'on ait une discussion d'utilisation du territoire. En Ontario, quand il y a eu les grands programmes de déploiement solaire, là, comme disait Karim, l'Ontario a connu un grand développement solaire. Au début de ce déploiement-là, ils ont exclu certaines catégories de terres. Donc, on pourrait imaginer faire sensiblement les mêmes genres de gestes très simples qui éviteraient des écueils. Ensuite de ça, vous savez, quand on parle d'énergie au Québec, souvent, un des écueils commerciaux qu'on va rencontrer, c'est que c'est des nouvelles formes d'énergie, elles peuvent être mal définies au niveau des plans d'aménagement ou des zonages. Et ça aussi, donc, c'est littéralement lié à ce que je viens de dire. Donc, de s'assurer qu'il y a une démarche ou une réflexion qui est faite sur l'utilisation du territoire par le solaire dès maintenant. Donc, on a à peu près 1 an pour la faire, 1 an et demi, pour ensuite se projeter sur un déploiement qui a de l'allure. Sachez que
il y a plein de juridictions, que ce soit le Massachusetts, New York et tout ça, qui prévoient là, que le solaire se déploie sur ce qu'ils appellent des brownfields, donc des terrains qui sont difficilement valorisables, anciens dépotoirs, etc. C'est totalement imaginable de le faire avec, bien sûr, si vous voulez, un price adder, là, dans ce cas-ci, qui est ajouté dans ces programmes-là. On a vu, on peut imaginer du solaire se déployer en bord de route ou dans des usages compliqués sur des terrains municipaux qui, franchement, n'auraient pas d'autre usage n'eût été du solaire. Donc, ce genre de réflexion est comme une espèce de prémisse à la discussion. Pour l'autre barrière commerciale qui arrive souvent, puis ça, vous allez le comprendre, je vais l'énoncer très simplement. Comme je vous ai dit, le solaire, à la fin de la journée, c'est donc, on gère l'utilisation du territoire, puis on s'assure d'être proche de la charge, proche du réseau et proche de la charge. Donc, contrairement à d'autres formes d'énergie renouvelable où la localisation du gisement, pensez à un top de montagne pour des éoliens, une rivière avec un fort débit pour des gens d'hydro, une région agricole pour les gens qui font de la biométhanisation. En solaire, c'est pas vrai. Le soleil brille pour tout le monde. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie plutôt, c'est-à-dire que c'est pas vrai. Il y a des zones de meilleur rayonnement, là, mais de façon générale, c'est très, très large. C'est moins scellé que les autres énergies renouvelables. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on veut s'assurer de cadrer les besoins d'Hydro-Québec Distribution au niveau de leur réseau pour aller porter l'électricité et la capacité, donc les batteries, aux bons endroits. Ça va donner des bons co-bénéfices. Et pourquoi je vous dis tout ça? Simplement parce que les juridictions qui en arrivent à vouloir faire un déploiement solaire massif et bien fait vont s'intéresser énormément au processus d'interconnexion pour qu'il soit rapide, pour qu'il soit efficace, pour que les gens sachent où aller. Où est-ce que j'en ai besoin? Je suis une utilité, là, je suis Hydro-Québec Distribution. Où est-ce que j'en ai besoin pour éviter de construire une sous-station, pour éviter de construire des fils de plus, grossir des fils, ajouter du truc? Ça, là. Si vous regardez du côté de Green Mountain Power au Vermont, c'est carrément une carte qui est publiée. Il y a des couleurs sur la carte. Ce fil-là, il est vert, tu peux mettre un processus d'interconnexion dès maintenant, tu vas être autorisé. Ce fil-là, il est jaune, dépêche-toi. Ce fil-là, il est orange, désolé, il va falloir faire une étude. Ce fil-là, il est rouge, donne-toi pas la peine, on va pas l'accepter. Donc, ce genre d'outils-là de communication rapide au niveau de l'interconnexion, et ça, c'est un enjeu commercial que je partage avec Patrick Goulet. Ça, c'est très important pour le résidentiel aussi. Il faut que le citoyen ait accès à ça rapidement. Donc, je répète, usage du territoire, interconnexion, puis de grâce, lançons les appels d'offres parce qu'on va en avoir besoin, même si on le fait en quantité limitée au début, arriver en 2030, en 2028, en 2029, l'énergie solaire va être important. Je veux juste finir en disant la chose suivante quand je dis important, juste pour que les gens comprennent bien. L'IRENA, qui est une agence internationale qui s'occupe d'énergie renouvelable, dans un de ses rapports qui a été consulté par Karim et l'équipe et qui est cité comme référence à l'étude, qui s'appelle le Future of Photovoltaic, donc le futur du photovoltaïque, a établi sur la base du rapport spécial 1.5 dont Greta Thunberg parle, que l'apport solaire pour respecter les grands objectifs de l'accord de Paris est important et qu'en 2050, l'énergie solaire pourrait et là, c'est des vrais chiffres, là, pourrait être 25% de l'énergie consommée sur Terre. Donc, pour nous, c'est une notion à l'ACPER de commencer maintenant, de débuter pour être capable de s'intégrer dans une économie future importante. Merci beaucoup. Alors, la question des freins réglementaires, comme vous voyez, là, elle s'amorce à peine. Et j'aurais envie d'ajouter un complément d'information parce que quand on parle de grandes unités de mesure comme des hectares et tout ça, quand on parlait d'aménagement du territoire, dans l'étude, on a pris avec l'image des terrains de football. Écoutez, il y a encore des questions, messieurs. Je vais vous demander d'être un peu plus bref dans les réponses pour qu'on puisse répondre à tout le monde. Peut-être en complément sur les freins, c'est Jeanne Charbonneau qui avait posé la question. Elle disait qu'est-ce que Nergica, puis je vais élargir à l'ACPER, qu'est-ce que Nergica et l'ACPER pensent faire pour travailler sur ces freins réglementaires-là? Je me doute de la réponse, là, mais je vous laisse aller. Pour nous, à l'ACPER, c'est, comme je vous l'ai dit, on les a ciblés, l'interconnexion, l'usage du territoire. Pour nous, c'est une discussion où on veut entrer dans une discussion qui est soutenue, qui est rapide, avec des parties prenantes importantes comme l'UPA, les principales fédérations municipales, avec le gouvernement du Québec, plusieurs ministères.
et Hydro-Québec, forcément. Donc, dans ces cas-ci, ce qu'on essaie de trouver en ce moment, c'est des canaux de communication adéquats pour tenir ces discussions-là qui, au final, sont pas si compliquées. OK? Les gens... les gens ont toute la compétence nécessaire chez Hydro-Québec Distribution. Là, en passant, c'est pas compliqué. Nous, à l'ACPER, on a des membres qui déploient des milliers de mégawatts et de batteries en plus dans des juridictions voisines et parfois assez éloignées. Là. Je veux dire, on a des membres qui déploient jusqu'au Texas, la France, en tout cas. C'est que c'est pas un problème d'expertise. Comme on a dit, c'est une énergie qui est rendue mature. Donc, pour nous, à l'ACPER, ce qu'on veut faire, c'est vraiment s'assurer de créer ou en tout cas de participer activement à créer cette discussion-là. Ce que je peux dire aujourd'hui au groupe qui nous écoute, c'est qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt à tenir ce genre de discussion-là. Nous, notre rôle à l'ACPER, c'est de s'assurer que cette discussion-là se tienne et on va travailler en ce sens du mieux qu'on peut. Donc, on est qu'une partie, si vous voulez, de cette discussion-là. Mais on va, comme vous le voyez, comme je le fais aujourd'hui encore, on va continuer à parler comme ça et de s'assurer que ces portes s'ouvrent. Karim? Peut-être pour compléter, pour Energica, comme centre de recherche, je vais juste commencer par dire que nous, notre étude et notre analyse est de base scientifique. Fait que nous, on avait fait une analyse, on a dressé le portrait du marché. Fait que, on s'est basé sur des faits réels. Donc, on analyse qu'est-ce qui se passe ailleurs pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on pourrait déployer au Québec. Energica, ce qu'on pourrait faire, c'est plus favoriser, encourager les échanges, mettre en commun les différentes parties prenantes, répondre aux questions, vulgariser, clarifier, éclairer les différentes parties pour que cette source d'énergie pourrait être considérée dans le prochain mix énergétique québécois, parce qu'on en a besoin d'énergie dans la prochaine décennie ou d'ici 2050, comme disait Gabriel, par rapport à la carboneutralité. Exact. Donc, autre question, je pense qu'on l'a dit en quelque sorte, mais M. Gagnon avait conclu que donc les politiques de mesurage net auxquelles on faisait référence tout à l'heure là d'Hydro-Québec devraient être ajustées. Est-ce que c'est l'orientation que vous suggérez? Encore une fois, c'est pas un sujet qui, pour nous à l'ACPER, est un sujet principal, mais je sais que Karim en parle beaucoup dans son rapport, puis ce que je veux dire, c'est la chose suivante, c'est très prosaïque, c'est extrêmement terre à terre. Okay? Une politique de mesurage net, à la base, est très importante pour le magasin Simons de votre quartier ou le voisin écologiste qui veut en faire plus, ou c'est super important. Et comment ça se déploie si on veut l'accélérer, il y a des exemples prenants là, en Californie et dans d'autres juridictions de comment ça doit se faire. Mais à la fin de la journée, le coût d'un système solaire se rentabilise sur plusieurs années. Les gens qui vont poser ces gestes-là, les citoyens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très riches, qui ont les moyens, mais la majorité des ours, là, vous, moi, tout le monde, là, ils ont besoin d'aller au banquier. Okay? Ils ont besoin d'aller à la Caisse des Jardins du coin, puis de faire un petit emprunt ou de faire quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que doit être réfléchi le mesurage net. Il y a besoin de prévisibilité, il y a besoin d'avoir un taux attractif ou une façon de monétiser pour le banquier, carrément, des fois, qui marche. Pour les réseaux isolés, c'est une urgence. C'est quelque chose qu'on doit faire dès maintenant. Il y a un taux qui est offert aux habitants des Îles-de-la-Madeleine. Il y a un taux qui est offert aux habitants des communautés autochtones, Inuits, non-reliés, etc. Vous connaissez probablement plusieurs sur la ligne, les taux. Qu'est-ce qui manque à l'initiative actuelle? Ben, c'est tout simplement d'étendre ce taux dans le temps. De dire, je te garantis ce taux-là sur 10 ans, sur 12 ans. Signé Hydro-Québec. Quand on brûle du diesel sans récupération de chaleur, les coûts au kilowattheure sont de l'ordre du 25 cents le kilowattheure en montant. Plus on va dans des communautés petites, plus on approche des taux qui sont absolument astronomiques. Et ça, quand je dis absolument astronomique, c'est qu'il y a certaines communautés là, du nord, du territoire du nord-ouest, d'autres communautés, peut-être même des communautés inuites québécoises, où on va parler au-dessus du dollar pour produire un kilowattheure. Dans un contexte comme ça, d'offrir un taux à 10 kWh sur 10 ou 15 ans tant que je produis, et voilà, le banquier dit, ben c'est Hydro-Québec, c'est très bien coté, je signe dans le bas. C'est une barrière commerciale qui est extrêmement facile à abattre pour le résidentiel, pour les réseaux isolés. C'est même, ce que je lance aujourd'hui, là, c'est presque
je dirais pas un signal d'alarme, là, Caroline, là, je vais t'épargner aujourd'hui, là, mais tu sais, il faut le faire. Il faut le faire rapidement. Il faut que ces gens-là aient des vraies options. Après ça, pour le réseau interconnecté, je pense que Karim pourra en parler plus longuement. Je pense que c'est une barrière commerciale qui est clairement identifiée. Puis rappelons-nous d'une chose, pour les gens qui sont encore avec nous, je vais juste rajouter une dernière chose qui est importante. Souvent, les gens parlent du coût de l'électricité dans les discussions de mesurage net et tout ça. Ils vont dire, on veut pas offrir un trop fort tarif ou ci ou ça. Fine. Rappelons-nous toutefois d'une affaire, c'est que il y a des gens, surtout dans le commercial institutionnel, quand on parlait du Costco, du coin, du Ikea, du magasin Simons, whatever, ces gens-là font pas tout le temps ça pour le prix de l'électricité. Des fois, ça fait partie de leur politique de développement durable corporative. Ils ont il y a des enjeux d'image corporative impliqués qui leur permettent de payer plus cher. Et ça, à partir de là, ce qui est important, c'est de faciliter la vie à ces gens-là, de s'assurer qu'ils ont une interconnexion facilitée, qu'ils savent à qui parler à Hydro-Québec, qu'ils obtiennent rapidement les réponses à leurs questions et que les méthodes de mesurage net soient simples, faciles, bien identifiées, parce que c'est ça. Je veux juste dire qu'il y a même une sous-niche dans l'institutionnel commercial où il y a des gens qui installent du solaire, ben franchement, pour leur image corporative, et on ne devrait pas, à aucun moment, freiner ces gens-là. J'allais presque oublier de rouvrir mon micro. Bien, écoutez, messieurs, c'est vraiment intéressant. On voit que vous connaissez très bien tous les deux le sujet. Le temps a filé. Je pense qu'il restait quelques questions, mais à un moment donné, on doit s'arrêter. Je vous remercie infiniment pour votre présence. On tient également à remercier Ecotech d'avoir organisé la semaine de l'économie verte et de nous avoir laissé une plage horaire justement pour vous parler d'énergie solaire photovoltaïque. Vous comprendrez que pour nous, que ce soit l'ACPER et Energica, ce qu'on veut, c'est amorcer la discussion sur l'énergie solaire au Québec pour que le déploiement de cette forme d'énergie-là se fasse de façon plus intensive dans les prochaines années et surtout de mettre en œuvre, de mettre la table en justement les propositions à la fois de l'AQPR et d'Energica vont dans ce sens-là pour qu'on soit fin prêt lorsque le développement va exploser, comme certains de l'industrie l'ont fait remarquer. Donc, c'est réellement les intentions là, de nos deux organisations de continuer la discussion et de faire les représentations nécessaires aux parties prenantes pour que le solaire photovoltaïque puisse briller de façon beaucoup plus grande qu'actuellement au Québec. Alors, merci tout le monde, merci aux participants. Vous avez été très nombreux à prendre part à notre présentation. On est très contents de ça. Et la feuille de route de l'ACPER, elle est disponible, tout comme l'étude solaire d'Energica. Alors, n'hésitez pas à consulter ces documents-là, à vous les approprier et à transmettre le message si c'est le message que vos organisations respectives veulent porter. Alors, on vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à entrer en communication avec que ce soit Karim ou Gabriel pour toute question ou pour toute discussion qui pourrait faire justement avancer le cas de l'énergie solaire photovoltaïque. Alors, au plaisir de vous retrouver, idéalement en présentiel plutôt qu'en virtuel, mais on a bien hâte de vous revoir en personne. Alors, merci, puis bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir, à la prochaine.